Donc j'ai pas mal de difficultés à m'exprimer en anglais. Je peux comprendre les questions en anglais, je peux éventuellement m'efforcer moi-même d'y répondre en anglais ou de résumer certains passages en anglais, mais disons que je ne me sentais pas suffisamment à l'aise aujourd'hui pour vous présenter ce que j'ai à vous dire directement en anglais. Je remercie les organisateurs et organisatrices pour leur patience et leur bienveillance à cet égard. Alors j'ai appelé mon propos à quoi reconnaît-on une philosophie de la vie. Deux remarques sur ce titre. D'abord, je dis philosophie de la vie plutôt que vitalisme pour essayer de euh, me maintenir sur une période où l'on parlait plutôt de philosophie de la vie, justement. Je préfère garder le terme de vitalisme pour désigner l'école de Montpellier, pour désigner euh, les pensées de Barthez, de Bordeu, de Bichat, qui utilisaient le terme de vitalisme pour affirmer qu'il y a un tiers principe, un principe troisième, entre l'esprit d'une part et la matière d'autre part, qui est irréductible d'une part à l'esprit, d'autre part à la matière. Voilà, vitalisme au sens le plus originel et le plus strict du terme. Pour moi, c'est ça. C'est pourquoi je préfère parler ici de philosophie de la vie. Du reste, chez les auteurs dont je vais parler, c'était plutôt l'expression philosophie de la vie qui intervenait. Et par ailleurs, c'est bien à quoi reconnaît-on et non pas qu'est-ce que. Hein, vous savez, c'est la question à quoi reconnaît-on le structuralisme qui avait été posée par Deleuze, de préférence à qu'est-ce que le structuralisme. Peut-être qu'il est plus facile de répondre à la question à quoi reconnaît-on, c'est-à-dire la question des critères, parce que la question qu'est-ce que, ça serait supposer qu'il y a une essence du structuralisme ou une essence de la philosophie de la vie. Ce n'est peut-être pas le cas. En tout cas, il y a un certain nombre de critères à quoi on peut reconnaître ce qui mérite d'être qualifié de philosophie de la vie et ce qui, en revanche, est un petit peu périphérique par rapport à cette désignation. Donc, je dirais, alors pour commencer, qu'il y a trois groupes de critères que l'on peut rassembler, à mon avis. D'abord, une théorie de la nature, ensuite une certaine théorie de la connaissance, et puis ensuite une certaine axiologie qui constitue la philosophie de la vie. Ça n'est pas absolument tout, puisque je terminerai en posant la question de savoir s'il n'y a pas une esthétique et une politique, hein, une certaine attitude face à l'esthétique et puis un certain nombre de présuppositions politiques, mais c'est, me semble-t-il, peut-être moins fondateur que les trois aspects que j'ai voulu examiner en particulier. Alors, le premier, c'est donc une certaine théorie de la nature. J'utilise cette expression, on pourrait dire théorie de la réalité aussi. Disons que c'est pour éviter métaphysique et puis pour éviter ontologie, hein. Ce sont des auteurs qui parlent difficilement de l'être. Quant au terme de métaphysique, il est souvent critiqué lui aussi, hein, comme dédoublant une réalité que l'on voudrait une. Alors, au sein de cette théorie de la nature ou de la réalité, il y a un premier critère, c'est de distinguer entre deux directions de la vie ou deux modalités de la vie, une vie qui serait création et une vie qui serait conservation. Voilà. Création contre conservation. Alors, je dis création, ça peut être parfois conquête ou expansion, hein, selon les tempéraments. Conservation, c'est souvent mis du même côté que adaptation, bien que les deux notions ne se recouvrent pas. Vous trouvez des expressions de cette distinction très claires chez Nietzsche, par exemple dans Par-delà bien et mal 13, dans Gai Savoir 349 ou dans Généalogie de la morale 2.12. C'est les passages où il dit la vie n'est pas seulement conservation de soi, mais aussi volonté de puissance. Et puis, vous avez chez Bergson des pages qui sont comparables dans l'évolution créatrice, page 103-104, quand il nous dit on trouve des espèces aujourd'hui qui existaient déjà à l'ère primaire. Si vraiment la vie avait visé simplement à se conserver ou à s'adapter, elle en serait restée là.
hein. Alors pourquoi a-t-elle pourtant continué, hein, si ce n'est pour créer encore davantage? Voilà. Alors ça correspond à une certaine vision de la nature dont on trouve déjà des expressions à l'époque romantique et un des premiers à avoir fait valoir cette, expression-là, c'est probablement, Schiller dans les Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. C'est l'idée d'une nature prodigue et non pas seulement, parcimonieuse ou économe, hein. La nature n'est pas économe de ses moyens. La nature, est, gaspilleuse, trop dépensière. Alors une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que la vie est principalement, création avant d'être conservation, il reste à lui assigner une sorte de moteur ou de principe ou d'énergie, qui est souvent désigné par des termes comme volonté. Alors volonté de puissance chez Nietzsche, hem, volonté, de vie chez Schopenhauer. Bergson parle parfois d'un pur vouloir comme principe de toute vie, comme aussi de toute matérialité. Vous trouvez aussi des termes comme effort. Alors en allemand, ça peut nous donner streben, ça peut nous donner drang. La langue latine parfois est mobilisée avec nisus, conatus, et bien entendu la référence ambiguë à Spinoza apparaît à ce moment-là. En anglais, vous pouvez trouver strain, hein, par exemple. Pour revenir à l'allemand, oui, vous avez souvent drang, hein, l'idée de pousser, on y reviendra, hein. Donc la vie comme volonté, comme effort, comme tendance. Et puis, troisième aspect qui découle du précédent également, c'est une certaine acceptation de l'évolutionnisme, hein. L'évolutionnisme sous ses différentes formes. Alors, évidemment, Darwin a beaucoup fait pour propager en Europe et dans le monde la pensée évolutionniste à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais enfin, dans les philosophies de la vie, on trouve de nombreuses variétés de lamarckisme, de néo-lamarckisme, avec des figures comme celle de Haeckel, par exemple, mais ça n'est pas la seule. Euh, on s'inspire souvent de Spencer, bien que je ne le fasse pas rentrer ici dans la classification que j'adopte. On peut également renvoyer à d'autres théoriciens de la parenté existant entre les différentes espèces au-delà même de leur succession, hein. Dans presque toutes ces pensée de la vie, philosophie de la vie, il y a un moment de confrontation décisive avec l'évolutionnisme. Chez Nietzsche, petite difficulté, c'est que l'évolutionnisme est plutôt utilisé de façon négative, hein. Il est difficile de déterminer à quelle théorie de l'évolution Nietzsche se rattache. En revanche, l'argument évolutionniste est constamment mobilisé contre les penseurs de la fixité, contre les penseurs des espèces déjà constituées, contre les penseurs qu'il considère comme des descendants de Platon. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier point. C'est cette théorie de la réalité articulée autour d'une certaine conception de la vie, avant tout comme conquête ou création. En cohérence avec ça, on peut évoquer, c'est mon deuxième point, une certaine théorie de la connaissance. Alors, j'ai utilisé cette expression, là aussi un petit peu à défaut d'expression plus précise. On aurait pu parler d'épistémologie, mais ça aurait orienté le débat de façon un petit peu différente. Épistémologie, je dirais que c'est davantage une réflexion analytique sur les principaux concepts mobilisés dans les sciences. On aurait pu dire une gnoséologie, mais enfin c'est un terme peut-être un petit peu, comment dire, répulsif en raison de son peu d'usage dans la langue française. Théorie de la connaissance, c'est peut-être l'expression la plus large et à ce titre la plus commode, parce que tous ces philosophes hein, se sont intéressés à partir de la caractérisation du réel comme vie, à partir de la caractérisation de la pensée comme vie, se sont intéressés à la réévaluation, à la reconfiguration ou à l'interprétation qu'on peut donner des actes cognitifs des animaux et singulièrement de l'humain. Donc à une refonte, à une reconstitution de nos catégories.
Alors ça commence très souvent par une double récusation du mécanisme et du finalisme, hein. Une sorte de retour sur les catégories souvent utilisées dans le cadre de la biologie ou de l'histoire naturelle, de la pensée de la vie, hein. On se refuse à expliquer la vie et le vivant d'après les catégories de causes efficientes et ou de causes finales. On préfère se représenter la vie comme une poussée qui dérive non pas de causes mécaniques, hein, bien qu'on puisse éventuellement rétrospectivement assigner des causes mécaniques à la quasi-totalité des événements, ni non plus du finalisme, hein, une poussée qui n'est pas orientée, attirée vers une fin posée d'avance, comme si cette poussée visait à remplir un programme inscrit dans quelque entendement divin leibnizien, d'où des images qui sont volontiers néoplatoniciennes. C'est un point qui a été souvent remarqué dans l'écriture de Bergson ou de Schopenhauer, par exemple, hein, ces images de la fragmentation, ces images de la lampe à mille facettes, hein, ou ces images de l'ombre projetée de toutes les couleurs à partir d'une lanterne au sein de laquelle on place une bougie, hein, comme si une lumière visait à se propager dans toutes les directions, indépendamment d'une part des causes de cette propagation et puis des objectifs visés à terme par les rayons qui partent de ce centre. Alors, à quelques exceptions près, on trouve cette conception-là, ni mécanisme ni finalisme. Des exceptions notables se trouvent par exemple chez Driesch, hein, chez Hans Driesch, qui n'hésite pas, lui, à recourir à la catégorie de fin et à une catégorie de fin relativement lourde, on pourrait dire, hein, puisqu'il parle de plans qui seraient inscrits dans le développement de l'embryon. Vous vous rappelez de quoi il s'agit chez Driesch? Il s'agissait d'expériences qui ont été de la plus grande importance dans l'histoire de la biologie instituée au début des années 1890 sur les blastomères d'oursins, hein, c'est-à-dire sur le développement de l'embryon d'oursin pris à une certaine étape, hein, de son développement. Et Driesch s'est aperçu que jusqu'à un certain point du moins, quelle que soit la lésion ou la séparation que l'on fasse subir à l'embryon d'oursin, eh bien, les parties découpées, séparées les unes des autres, se développeront comme elles auraient fait s'il n'y avait pas eu cette lésion ou cette séparation, ce qui lui laissait imaginer qu'un programme était présent à l'origine, destiné à se réaliser, et que ce programme, coûte que coûte, se réalisait, du moins si les lésions étaient produites assez précocement sur les embryons. Voilà. Donc, à part ces quelques exceptions, on trouve cependant, je le disais, j'y reviens, c'est un trait caractéristique, une double récusation des catégories mécaniques et finalistes chez ce que j'appelle ici les philosophies de la vie. Alors, si on transpose cette analyse sur un plan humain et psychologique, il se sublime, il se transpose, il se métamorphose en une critique de la délibération, évidemment, hein. On a souvent chez ces penseurs, ça vaut de Schopenhauer, ça vaut de Bergson, mais ça vaudra aussi, philosophes tout différents, hein, Sartre, mais qui les avait lus, une critique de la délibération, considérée comme une comédie que l'on se joue à soi-même. Qu'est-ce que je fais quand je délibère? Nous disent ces auteurs, je ne pèse pas rationnellement des arguments, je me mets en règle, hein, avec une certaine conception sociale de la façon dont on prend une décision, mais en réalité, la décision est déjà prise, plus en profondeur, et je suis véritablement libre pour les partisans de la liberté lorsque j'actualise cette décision-là qui portait vraiment la marque de ma personne. Donc, critique de la délibération au profit d'un primat au sein de l'individu, comme c'était le cas au sein de la vie dans son ensemble, d'une sorte d'impulsion, de nisus, d'impetus, hein, de vouloir, d'effort qui serait constitutif de ma singularité. Ce qui amène du coup, et c'est encore un point, vous voyez, qui se connecte à ce qui précède, à une remise en question du statut de la conscience. On trouve souvent chez les philosophes de la vie
sinon une critique de la conscience, du moins une secondarisation des phénomènes conscients. Tout à fait emblématique de ça, c'est l'aphorisme 354 du Gai Savoir de Nietzsche, qui considère la conscience, alors ramenée à l'idée de réflexion avec l'image du miroir, comme un phénomène qui est tout à fait superficiel et qui est non nécessaire à l'exercice de la pensée, nous dit Nietzsche. Nous ne cessons de penser même sans conscience. Et Nietzsche nous dit la vie elle-même pense, sent et veut à tous ses degrés, et même dans une certaine mesure la matière inorganique. La conscience intervient dans des circonstances exceptionnelles, voire pathologiques, nous dit Nietzsche. Ce n'est pas le cas de tous les auteurs. Pour Bergson, la vie est conscience. C'est une différence majeure entre les deux. Mais ça peut aller jusqu'à une dépréciation caractérisée de la conscience dans des cas extrêmes, tels que la pensée en Allemagne de Ludwig Klages, vous savez, dans les années 20-30, ce penseur de la droite conservatrice allemande qui n'hésitait pas à jouer l'âme contre l'esprit, ce qu'il appelait l'âme, les pouvoirs obscurs de la vie, face à la clarté superficielle de la vie. Et il en appelait au réveil des potentialités de l'âme contre l'esprit, au sein d'une critique donc de la conscience. Critique de la conscience qui se double aussitôt d'un intérêt pour la vie affective. Les philosophes de la vie ont souvent marqué en psychologie une certaine tendance à affiner le vocabulaire, l'analyse, la description de la vie affective individuelle et éventuellement collective, avec des affects primordiaux qui sont isolés, la souffrance chez Schopenhauer, la joie chez Bergson, et on retrouve ici souvent l'image de la poussée. Les affects sont volontiers présentés comme poussée, comme impulsion, ce qui là encore renvoie très en amont à Spinoza et à l'idée d'un conatus qui se diversifie lui-même de façon génétique, d'abord en désir, puis, eh bien, vous connaissez la division en tristesse et joie, puis en amour et haine, etc., pour engendrer ensuite par combinaison, notamment avec le temps, toute la panoplie des affects. D'où une question qui apparaît souvent chez les philosophes de la vie et qui est posée de la façon la plus claire par Max Scheler, dans une analyse assez précoce pour sa propre carrière qu'il donne des philosophies de la vie. Il s'agit du texte traduit par Caterina Zanfi il y a quelques années dans les Annales bergsoniennes sous le titre Tentative pour une philosophie de la vie, texte dont la première version date de 1913. C'est la question de la relation entre Leben et Erleben. Et ce que dit Scheler, c'est que chez les philosophes de la vie, une chose à quoi on les reconnaît, et il prend trois exemples, c'est Nietzsche, Bergson et Dilthey, c'est que il ne distingue pas entre la question du Leben et la question de l'Erleben. Ou en tout cas, aussitôt poser la question du Leben, on doit poser celle de l'Erleben, c'est-à-dire la question de savoir comment la vie s'éprouve. Erleben, avoir une expérience, mais qui n'est pas expérimentation, une épreuve. Il y a la vie et il y a tout aussitôt une épreuve de la vie. Voilà, ça c'est un critère distinctif assez fin que Scheler avait repéré et qui se rattache, me semble-t-il, à ce puissant intérêt marqué par les philosophes de la vie pour la vie affective. Et puis enfin, peut-être l'aspect le plus caractéristique et le plus original de ce que j'ai appelé la théorie de la connaissance, qui sert de critère pour reconnaître les philosophes de la vie, c'est l'idée d'une coïncidence entre le connaissant et le connu. Au fond, pour ces penseurs, connaître une chose, c'est être cette chose. C'est la très vieille maxime, vous savez, de Empédocle, qui dit « le semblable connaît le semblable ». Et c'est une ligne qui partage l'histoire de la philosophie en deux. Il y a les partisans de cette option, le semblable connaît le semblable. Pour connaître une chose, il faut être cette chose. C'est la coïncidence partielle, par exemple, chez Bergson. Alors justement, partielle, bon, c'est le laisser entendre la parole des choses chez Zarathustra.
et non pas à discourir à propos des choses. Hein. La parole philosophique chez Zarathustra consiste moins à dire quelque chose sur le réel qu'à laisser parler le réel lui-même. Hein. Connaître une chose, c'est être cette chose. On peut faire remonter ça à Empédocle et opposer ça à une ligne qui serait déterminable comme ligne critique, hein, c'est-à-dire idée de la distance fondamentale et irréductible entre le sujet de la connaissance et son objet, hein, parce que s'interposent entre les deux des catégories par lesquelles nous ne pouvons pas ne pas passer pour appréhender le réel. Descartes, Kant, voilà. Hein. Et alors, bien sûr, de l'autre côté, on a Spinoza, on a la science intuitive, hein, la connaissance du troisième genre, Empédocle, Spinoza, philosophie de la vie, hein, contre une ligne Descartes, Kant. Bien entendu, tout cela est, comment dire, aussi stimulant que cela demande à être affiné. Et chez tel ou tel de ces penseurs, on retrouve bien entendu telle ou telle aspiration venant de l'autre branche. Bergson ne cesse pas de parler de la représentation spatiale qui s'interpose entre les choses et nous. Nietzsche ne cesse pas de parler des dualismes moraux qui s'interposent entre les choses et nous. Mais une fois supprimés ces obstacles, il y a l'idée qu'une connaissance véritable consisterait dans une coïncidence au moins partielle avec les choses, tandis que vous ne verrez pas Kant parler, par exemple, d'un contact, hein, qui nous permettrait d'appréhender directement ce que sont en soi les phénomènes. Bon, alors c'est ce qui est transposé dans le vocabulaire de ces penseurs par différents termes, au sein desquels on peut relever l'idée d'intuition qui revient souvent, Anschauung ou Intuition en allemand, souvent opposée à la réflexion. Hein. La réflexion, si on la considère comme un retour de la pensée sur ses propres catégories, alors on voit bien qu'effectivement, une pensée qui revient sur ses propres catégories, c'est une pensée qui au moins considère ces catégories, euh, quitte à les laisser de côté plus tard, comme des instruments indispensables pour la connaissance. Hein. Scruter les catégories, c'est reconnaître leur existence, et c'est la réflexion. Hein. Donc au moins pour libérer l'intuition, la réflexion est indispensable, mais on peut éventuellement espérer s'en passer dans le cadre d'une philosophie de la vie. C'est ce qui a donné lieu à des accusations qui sont restées célèbres, la plus célèbre étant celle de Bertrand Russell, Mysticisme et logique, en 1910, contre Bergson. Mais on peut mentionner aussi en France René Berthelot, par exemple, hein, à partir de 1911, ou encore en Allemagne, Heinrich Rickert, en 1920, dit Philosophie des Lebens, qui reprochait à ce qu'il appelait la philosophie de la vie, cette idée d'une confusion, indistinction entre le sujet de la connaissance et l'objet, Rickert lui-même se rattachant à une famille du néocantisme. Donc les accusations, vous les connaissez, ce sont généralement des accusations d'anti-intellectualisme, d'irrationalisme, de mysticisme, auxquelles chacun des philosophes de la vie a eu à répondre et auxquels chacun a répondu de façon plus ou moins véhémente, hein, selon l'éloignement qu'il ressentait à l'égard de ces imprécations. Et puis mon troisième point, donc je l'appelais axiologie, là encore pour essayer de trouver un terme le plus général possible. Axiologie, on pourrait parler aussi de morale ou d'éthique. Hein. J'ai préféré axiologie parce que ça n'est pas toujours le cas que ces penseurs se prononcent sur ce qui est le bien ou sur ce qui est le devoir ou sur ce qui doit être fait. En revanche, ce qui apparaît tout de suite chez ces auteurs, c'est un certain intérêt pour la notion de valeur. Hein. Axiologie signifie donc notamment ce que ces philosophes dégagent en termes de ce qui donne son sens à l'existence humaine, mais aussi un intérêt pour les valeurs. Hein. Voilà les deux motivations qui m'ont conduit à adopter ce terme d'axiologie. Alors effectivement, ce qui apparaît assez rapidement, c'est que c'est au creuset des philosophies de la vie qu'on trouve, me semble-t-il, la première thématisation de la notion de valeur. Hein. Et parler de valeurs, eh bien, vous remarquerez que c'est tout de suite ne plus croire aux valeurs. Hein.
Le devoir ou la nécessité d'obéir au devoir, par Kant, par exemple, n'est pas caractérisée comme une valeur. Si Kant avait dit que c'est une valeur, alors ça aurait déjà été un tout petit peu dire que cette valeur n'est qu'une valeur, hein, et donc peut-être laissée de côté, escamotée, secondarisée par rapport à d'autres valeurs, voire éventuellement que les valeurs peuvent se succéder, hein, dans leur valorisation, à travers les époques de l'histoire ou à travers la géographie des civilisations. Parler de valeurs, c'est déjà objectiver ce que sont les valeurs et donc prendre une certaine distance à leur égard. On cesse de considérer une valeur comme un absolu. Alors c'est bien sûr Nietzsche, et là-dessus, je crois, c'est le véritable sens qu'on peut tirer du début d'Ainsi parlait Zarathustra, hein, sur les trois métamorphoses. C'est non seulement les trois métamorphoses de l'esprit, mais si vous regardez à nouveau ce texte, vous y verrez une introduction massive du concept de valeur ou de la notion de valeur, et l'idée suivant laquelle il y a des valeurs entre lesquelles un choix, hein, quelle que soit la nature de ce choix, est exigé. Mais c'est aussi, par exemple, Weber, hein, Weber, que pourtant il est difficile de rattacher aux philosophies de la vie, mais au moins par ce fil, on peut le considérer comme un contemporain des philosophes de la vie. Je pense à ses essais sur la théorie de la science à partir de 1904, où Weber présente la réflexion sur les valeurs comme l'investigation autour d'un champ conflictuel constitué de systèmes de valeurs inconciliables les uns avec les autres, hein, en conflit les uns avec les autres, et qui se substituent historiquement et également culturellement les uns aux autres. Mais c'est aussi Scheller, hein, c'est aussi Scheller. Alors, Scheller toujours à cheval entre phénoménologie et philosophie de la vie, et qui devient de plus en plus un, un phénoménologue au détriment de... Enfin, disons, son évolution est d'abord fait... Il y a trois périodes de Scheller, hein, la phénoménologie, la philosophie de la vie, et puis ensuite ce qu'il appelait l'anthropologie philosophique. Mais sur la question des valeurs, hein, quand il en parle, il prend ses distances avec la philosophie de la vie, hein, qu'il a déjà pas mal thématisée, pour retrouver une méthode phénoménologique, hein, qui était son point de départ, tout en s'engageant en direction de sa troisième période. Hein. Alors, je pense bien entendu, en particulier au texte Le formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs qui date de 1913, mais on peut aussi mentionner dans les mêmes années un texte non traduit en français, un recueil de textes qui a été revu à plusieurs reprises, qui s'appelle Der Umsturz der Werte, hein, le renversement, le bouleversement des valeurs, écrit pendant la guerre. Voilà, hein, Scheller comme bon représentant de cette réflexion, lui aussi, sur les valeurs en tant que telles. Autour de la question des valeurs, il y a la question de la valeur, et notamment de la valeur de la vie. Hein. Les philosophes de la vie se sont beaucoup interrogés sur la valeur de la vie. Qu'est-ce que vaut la vie, hein? La vie vaut-elle, hein? Vaut-elle d'être vécue? Est-elle erstrebenswert, hein, comme disait Nietzsche? Vaut-elle la peine, hein? Vaut-elle l'effort qu'on lui consacre? Ou au contraire, est-ce une entreprise qui ne couvre pas ses frais, hein, selon une image sordide empruntée à Schopenhauer. Toute une réflexion sur l'articulation de l'optimisme et du pessimisme germe dans le sillage des philosophies de la vie, et notamment chez Nietzsche, elle se raffine par la distinction entre deux pessimismes. Pessimisme romantique, un pessimisme de la fuite, du salut hors de ce monde, celui de Schopenhauer, et un pessimisme tragique ou dionysiaque, dans le Gai Savoir 370, qui reconnaît que le monde est souffrance, mais qui, précisément pour cette raison, enjoint d'affirmer le monde et de l'affirmer dans l'éternel retour. Hein. Pour Nietzsche, l'option n'est pas optimisme contre pessimisme, c'est quel type de pessimisme choisissez-vous. Et au sein de cette réflexion sur optimisme et pessimisme, c'est souvent à des expériences affectives que l'on recourt, et à des expériences telles que l'expérience fondamentale du vouloir, évidemment. Si la personnalité individuelle est d'abord
impulsion singulière et si la vie dans son ensemble est une impulsion d'échelle cosmique ou cosmologique, eh bien la question se pose de savoir quelle est l'expérience que nous avons de ce vouloir. Est-il effort ou souffrance? C'est souvent à l'aune de cette expérience qu'on juge si la vie est digne des efforts qu'on lui consacre ou non. C'est à partir de là et de ce jugement sur l'expérience fondamentale du vouloir ou de la coïncidence de la volonté avec une volonté qui nous entoure que se posera la question de la création. Suis-je moi-même un créateur? Quelle est la valeur axiologique de la création? Et ici, l'opposition qui est pertinente et qu'on retrouve chez beaucoup de ces penseurs, c'est l'opposition de la création et de la répétition. Le monde historique, selon Schopenhauer, est répétition sous des dehors différents des mêmes événements historiques. Napoléon répète César qui répétait Alexandre, vision désespérante de la réalité. La répétition devient éternel retour chez Nietzsche, et en revanche, elle devient matérialité, affaiblissement ultime de l'esprit chez Bergson, qui l'oppose à la création, tandis que Nietzsche conciliait justement affirmation dans l'éternel retour et exigence de création. Et c'est ce qui donne à ces auteurs l'occasion de s'interroger de façon puissante sur l'histoire. Ce n'est pas un hasard si c'est également dans le creuset des philosophies de la vie qu'une des grandes pensées de l'histoire contemporaine est apparue, à savoir celle de Dilthey, fin 19e, début 20e, avec non seulement une théorie sur le devenir historique, mais également une théorie sur l'interprétation des textes historiques et d'autres textes, et puis sur le statut du temps. Le temps est-il une simple forme? On trouve encore chez Nietzsche la plupart des textes qui vont dans ce sens, donc vision d'un Nietzsche encore criticiste, si vous voulez. Patrick Watling, par exemple, sur la question du temps, soutient que Nietzsche demeure criticiste. Barbara Stiegler également interprète Nietzsche ainsi. Tous les textes ne vont peut-être pas dans ce sens. En tout cas, d'autres penseurs, tels que Bergson justement, voient dans le temps non pas une forme de la conscience, mais la marque ou le nom d'un devenir qui est réel et qui emporte bien réellement toutes les choses dans une direction déterminée, dans une flèche du temps que l'entropie au niveau de la matière inerte nous indique. Bon, et pour terminer sur cette question de l'axiologie ou des axiologies des philosophes de la vie, une question qui se pose souvent, c'est la question de savoir si la vie dans son ensemble est conflit ou si elle n'est pas conflit. On trouve souvent cette vision de la vie comme conflit. Alors je dirais l'idée de conflit ontologique ou de conflit généralisé connaît dans les années dont nous parlons, donc disons les années 1880-1930, au moins trois versions. Une première qui est celle libérale du conflit des individus les uns contre les autres. Une deuxième, c'est la version qu'on pourrait dire marxienne du conflit, cette fois binaire, entre des classes. Et puis une troisième, alors là qui est la plus terrifiante, et qui est bien entendu la version conflit des races. Et si vous lisez ce que je ne recommande à personne, et ce que je n'ai pas fait, mais les pages prétendument ontologiques ou métaphysiques de Mein Kampf, de Hitler, vous y trouvez une des versions d'une ontologie du conflit généralisé. L'histoire des civilisations, c'est l'histoire du conflit des races. Donc, il faut être extrêmement prudent avec cette caractérisation du conflit au sein de la vie. La question, c'est doit-on le célébrer ou doit-on au contraire viser à l'abolir? Première question, la vie est-elle conflit? Deuxièmement, à supposer qu'elle le soit, doit-on le célébrer ou doit-on l'abolir? Et puis, à supposer que la vie ne soit pas conflit, alors qu'est-elle de façon plus primordiale? Métaphysiquement, n'y a-t-il pas une tendance au sein de la vie à l'unification qui soit plus primordiale, plus importante que la tendance au conflit?
Alors de fait, c'est une affirmation qu'on trouve chez une variété de philosophes de la vie. Ici, je dirais qu'il y a une sorte de clivage interne qui s'institue. Chez Guyot, par exemple, chez Jean-Marie Guyot, et je vous renvoie au magnifique texte Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, hein, qui date des années 1890, vous avez l'idée que certes la vie est conflit, mais qu'elle est avant tout expansion de l'amour. Hein. Le terme qu'il utilise, c'est expansion, et quand il parle d'expansion, il parle de ce qu'on pourrait appeler contagion généreuse des sentiments altruistes, hein, des sentiments de joie, des sentiments qui se communiquent, des sentiments autocommunicateurs. La joie bergsonienne aussi est un tel incendie qui se propage. Bon, et puis chez Bergson, hein, vous avez deux tendances qui cohabitent au sein de la vie, une tendance bien entendu à la dissociation, à la division, et puis aussi ce qu'il appelle lui-même une tendance à l'unification, à la réunion, qui se manifeste dans la reproduction sexuée, dans l'amour et dans la constitution des collectivités humaines, hein, des communautés humaines. Donc, selon ces philosophes, hein, ça nous ramène au tout début, cette vie qui est principalement conquête ou création, eh bien, elle est d'abord création, expansion de joie, là où la conquête, en réalité, renverrait plutôt à cette vision agonistique, hein, de l'univers qu'on trouve plutôt cette fois chez un Nietzsche. Bon. Et en quelque façon, on pourrait dire que Freud fait la synthèse de ces discussions en 1920, Freud qu'on ne peut pas rattacher non plus aux philosophes de la vie, mais qui leur reprend tout de même certains éléments, tels que celui-ci, l'opposition cosmique et psychanalytique entre des pulsions de déliaison et des pulsions de liaison, hein, qu'il a appelées, est-ce un hasard, pulsions de mort et pulsions de vie. Et puis enfin, parmi les instruments axiologisants, hein, des philosophes de la vie, un instrument peut-être encore plus embarrassant que le précédent, hein, j'ai mis ce qui pose le plus de difficultés tout à la fin, c'est le thème du surhumain, du surhomme, hein, d'un dépassement de l'homme par l'homme. Alors, il faut bien voir que ce thème est nourri évidemment par un contexte évolutionniste, hein. Si l'homme est une espèce, alors pourquoi n'y aurait-il pas quelque chose d'autre après, hein, attendu que les espèces évoluent. Il faut tout de même faire bien attention parce que quand vous lisez de près nos philosophes, chez Nietzsche, le surhumain, ça n'est pas un post-humain, hein, c'est l'humain lui-même, il le dit très clairement, mais l'humain guérit, hein. L'homme est un animal malade, mais il pourrait guérir. Et de quoi pourrait-il guérir? Des dualismes qu'impose la morale, un dualisme du bien et du mal, du vrai et du faux, par exemple. Bergson, le surhumain non plus, hein, n'est pas autre chose que l'humain, hein. C'est l'humain, mais un humain qui a reconquis tout un pouvoir qui était resté flou autour de son intelligence, qui a reconquis sur les puissances obscures de l'instinct la capacité de coïncider avec son objet, mais tout en y ajoutant des éléments qui ne peuvent provenir que de l'intelligence, à savoir la réflexivité et puis l'extension à un nombre indéfini d'objets. Voilà, et ça amène à s'interroger évidemment sur la différence entre l'humain et l'animal, différence de nature, différence de degré ou encore un autre type de différence. C'est ici que la philosophie ou les philosophies de la vie laissent la place à ce qui s'est autoproclamé anthropologie philosophique. C'est la question de la place de l'homme dans la nature, véritable topos des années 1920. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, hein, la situation de l'homme dans le monde 1928, qui a été une sorte de point de départ pour l'anthropologie philosophique, ou encore Teilhard de Chardin, dans les mêmes années, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé La place de l'homme dans la nature. On retrouve ça, des thématiques semblables chez Jean Rostand après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors pour conclure, là, est-ce que je peux prendre 2 minutes? Pardon, Mathilde, il est déjà 44 et bien sûr, il faut discuter, mais je dirais juste qu'on pourrait annexer à tout ce que j'ai dit une esthétique ou plutôt une inscription des enjeux esthétiques au sein des problématiques philosophiques fondamentales. Alors, on voit l'importance que prennent chez tous ces auteurs la question du style écrit,
penser à la façon dont écrivent Nietzsche ou Bergson, ce n'est pas accessoire pour eux. Usage de métaphores, ce qui là encore leur a valu des critiques. Peut-être pourrait-on rattacher ça à l'idée que la vie est création de forme, hein, idée de forme. Donc ça se voit aussi dans le style écrit. Deuxièmement, dans cette esthétique, une tendance à parler des petites choses de la vie quotidienne. Ici, c'est Zimmel, hein, qui est tout à fait emblématique. Zimmel qui écrivait de petits essais sur les villes, sur la mode, les sociétés secrètes, la décoration de la maison, la caricature, hein, lointain ancêtre de la pop philosophie, voire des existentialistes. Et puis la place de l'art au sein de la vie, là c'est un flambeau qui est sans doute repris, comme l'image du flambeau, à l'héritage romantique de la théorie du génie. Et puis enfin une politique, point d'interrogation, hein, le bas blesse évidemment. Souvent on a reproché politiquement en philosophie de la vie une certaine tendance vers le relativisme et donc l'acceptation de tout type d'institution politique quelle qu'elle soit, hein. C'est le reproche de Léo Strauss, hein, d'un point de vue conservateur contre Weber, hein, que je mentionnais tout à l'heure. Donc imputation rémanente de relativisme et puis aussi d'antimodernisme. Et si vous songez à des auteurs comme Klages, par exemple, que je mentionnais tout à l'heure, hein, c'est assez fondé effectivement. Si vous songez à Spengler, Oswald Spengler, Le déclin de l'Occident en 1918, c'est absolument fondé, hein. Spengler, vous vous rappelez son analogie, hein, c'était une analogie entre les civilisations et puis un organisme vivant. Spengler nous disait, toute civilisation naît, connaît un acmé et puis dépérit comme un organisme vivant. Bon, ici, c'est un argument organiciste ou holiste, hein, qui est utilisé par Spengler. Alors, je terminerai là-dessus. Je ne crois pas que ce soit indispensable pour les philosophes de la vie. Être un philosophe de la vie, ça n'est pas nécessairement être holiste, hein. Il peut y avoir une tendance au holisme ou un moment holiste dans la méthodologie des philosophies de la vie, bien entendu, hein. Bergson utilise régulièrement des arguments de ce type. Mais si vous pensez à Nietzsche, Nietzsche n'est pas du tout un penseur holiste, hein, c'est au contraire un penseur qui divise toujours, hein, distingue toujours, découpe toujours, encore plus loin, les civilisations en individualité, les individualités en grande tendance, les tendances en pulsion, hein, au point qu'il décrit le cosmos, hein, selon lui, comme un conflit perpétuel de pulsions atomiques, hein, mais elles-mêmes encore pas tout à fait atomiques, car encore divisibles en pulsions plus atomiques, et ça permet évidemment de neutraliser l'argument suivant lequel, politiquement, la philosophie de la vie conduirait nécessairement à un organicisme, voire à une position conservatrice et pessimiste sur l'avenir des civilisations telles que celle exprimée par Spengler en 1918. Spengler, donc bien entendu, hein, l'influence profonde sur le nationalisme n'est pas à rappeler. L'obsession du déclin provenant de Spengler a suscité une obsession du renouveau malgré tout chez les penseurs et les activistes politiques auxquels on peut se référer pour parler des événements terribles des années 1930 et 1940. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Thank you, Arnaud. We have only 10 minutes for discussion, so I'm going to be very quick, very brief, but I'll try to sum up what you said in English. Very, very short summary. So you first started by distinguishing philosophy of life from vitalism, because vitalism is very is historically situated, and you didn't want to necessarily refer to the School of Thought of Montpellier. So you talked about philosophy of life, and you examined three criteria
a theory of nature, a theory of knowledge, and an axiology. About the theory of nature, you said that most of the time, the philosophers of life distinguished between creation and conservation, life being the movement of creation as opposed to conservation. You also said that it implied that we had to postulate a will or an effort to understand this movement of creation, and also that there were an acceptation of evolutionism in philosophers of life. About the theory of knowledge, you said that one thing that all philosophers of life had in common was the fact that they rejected mechanism and finalism, and also that in the psychological realm, it resulted in a criticism of deliberation. And this criticism of deliberation also implied, for some philosophers of life, critiques of consciousness. You added, sorry, that it was accompanied by an interest in the affective life and on emotions, as being when they were describing life, they were also trying to find the experiment of life. And final thing, they all share this idea that there was a coincidence between the known and the knowing, le connu et le connaissant, by intuition, through intuition. And the last thing, axiology, you said that there was a reflection about value and obviously the value of life, with this idea that if we are talking about value, is that most of the time because there is a certain relativism of value, and so there was an interrogation about the role of values, and also that there was this idea that there is an opposition between creation and repetition. Some author thinking that creation and repetition may be in the same movement, some others dividing it. And it leads to a reflection on history, also a philosophy of history. And so I'm going to be quick. There was also this idea that is life a conflict or not? And if life is a conflict, is there a unity behind this conflict, or is just a conflict between individuals and life has no unity? And the final thing is this question about the suprahuman. Is there a superhuman? And what would be the superhuman? And then most of the time, actually, it was not a man that was going beyond nature or beyond life, but it's actually a certain comeback to life or a different relation to life that led the man to become this suprahuman that philosopher hoped, Nietzsche and Bergson. And in your conclusion, you questioned the aesthetic, the potential aesthetic criterion, because most of these authors use these metaphors, and also the political one with the double denunciation against these philosophies of life, the critique that they may be relativist in the political aspects, and also that they might be anti-modernist, which was also most of the time linked to the anti-intellectualism critics. I don't know if I summarize it well. Okay, so we don't have much time, but well, who has questions? Ok, Bruno. J'ai fait les questions en français ou en anglais? If you can, if it's okay with you, Arnaud, I guess in English would be better. We'll try to answer in English this time. Okay. Okay. So my question, thank you for the presentation. My question is, it's simple. I mean, you made a really good framework of interaction between different thinkers.
in different places, in different moments of history. And even if the interactions and the relations were really well-founded, well-established, I was wondering after, I mean, during your presentation, why choose life as a common thing to, you know, to put all this different thinkers together? Why? Because after you finished your presentation, I was wondering, so what would be the definition of life from Bergson, Schopenhauer, Max Scheler, or Dilthey that will permit us, allow us to say that they belong to a tradition called philosophy of life? Of course, they have resemblances, but why? I was wondering why. Just a simple, super simple question. I think there's a unity, a chronological unity. The beginning is the publication 1859, The Origin of Species by Darwin, and the end is World War II. That is the time span of philosophy of life, and this is the reason why I kept talking from those authors. And those authors, they wrote with another, they talked with another, they discussed with another, and thirdly, I would say I would say my yeah, sorry, I had forgotten what I wanted to say. My interrogation about this point, this is a question that I raised, but I didn't want to raise it as I talked because I have no answer for it. But it seems to me that philosophy of life is not only chronologically situated, but also geographically situated. It's another sort of unity, and it means it is mainly situated in France, in Germany, maybe in Italy, maybe in some other lands. But as far as I know, the countries that were philosophizing in English, which means Great Britain, USA, were quite distant to that sort of philosophy. So three unities: chronological, a unity of a discussion with another, and a geographical unity. So we couldn't put Spencer or James, for example, because usually people that like Hickett, for example, in his Lebensphilosophie, he puts James, Dilthey, and Bergson together. So in Husserl too. So. René Berthelot, for instance, there was a strong bind between philosophy of life and pragmatism. And as far as I'm concerned, this is quite true. Pragmatism is one of the frameworks of that theory of knowledge that one can find by those authors. And that would be the connection, of course, between France, Germany, and English talking lands. It's true. But I wanted to point out criteria, and I said that as I began. I talked about no concept of philosophy of life, only criteria. Okay, thank you. Is there any other question? If you want. Okay, I didn't know if you were like
No, there were no flies around. Yes, that was my question. I know there's a time limit, so I don't want to. Oh, No, it's just a big question. We should discuss this longer. I wrote some articles recently, one of which is published in a volume to which you contributed, trying to define this term, I would say term, in a completely other way, so purely nominalistic. And so I'm just wondering if this is not, so concerning the method, it is not just a kind of caricature. I mean, you're building up criterias, but actually if you put the different thinkers in their peculiar context, you see that as well Scheller's essay from 1912, it's already a caricature. It's already a way of combining different sources as well. Husserl is for him a philosopher of life that will not fit into categories. And then there's the question as well of axiology. Let's imagine Bergson being dead in 1920. Before writing the two sources, there's no trace of axiology. Nietzsche, for instance, why the question of values was so important at that time? Because of a series of thinkers to which he was responding. Why axiology was important in Germany? Because of Lotze. What would be the difference between life and nature? It's not really the same thing. At what point Erlebnis emerged as a word at the precise moment? Erlebnis is different than intuition as well. So the feeling that I got is like that it's a kind of caricature that could be useful for pragmatic reason. As for Scheller, it was easy to put Husserl, Dilthey, by the way, that doesn't give a damn about life, biological life, in the same pocket, just for a pragmatic reason. But if it's useful to explain something, then maybe the category is useful. But if not, it's infable in a way. And from a Bergsonian, it's kind of surprising because it sounds like what Bergson called le mouvement rétrograde du vrai. So you reconstruct something having in mind the end and not putting the elements in context. Your mic. I understand. I spoke, let's say, about a criteriology, and I spoke also as a reader. I read those philosophers. I've read them for, let's say, 15 years, and the content of my paper were notes, hand notes that I took as I read Dilthey, Bergson, and it seemed to me some themes were quite recurrent. They came up recurrently, and I wanted to put them together and to perform some sort of sketch of those philosophers as philosophers of life. We use often that expression, philosophy of life. I'm not sure we can define it, but we can have some elements of a sketch. And caricature, maybe not caricatura, caricare è un ritratto lì contro quello che vedi. Tu vois, it's caricatura that would be a critique. I made no critique. It's no critique. It's a sketch, a criteriology. I stay with that expression. I think it's for pragmatic reasons, as you said, maybe useful. One can naturally correct that, but it remains useful. I propose that. Yeah, you're right. You're right. It's not the right word. Caricature. Maybe it's montage or like. Montage, oui, why not? Why not? Yeah. And every single philosopher among those about whom I spoke has at least one difference
maybe one big difference with that sketch anyway. It's the idea of a montage, it's the idea of a sketch. Sure. I think we'll cut here because we're going to be too late otherwise.